canadienne des centres de santé communautaire. Je suis votre hôte, Hilary Leblanc. Dans cet épisode du balado, je parle avec Estelle Duchamp, responsable des services de santé au Centre francophone du Grand Toronto, un centre de santé communautaire basé à Toronto. Le Centre francophone du Grand Toronto offre une vaste gamme de services de santé et sociaux adaptés aux divers besoins des individus, des familles et des groupes de la région du Grand Toronto et d'ailleurs. Comment ça va aujourd'hui, Estelle? Ça va très bien, merci. Très bien. Donc, tout d'abord, pour mettre en scène notre discussion, pouvez-vous me décrire un peu votre centre de santé communautaire et certains des principaux aspects de votre organisation, les communautés que vous desservez et les services et les programmes que vous offrez? Avec plaisir, Hilary. Le Centre francophone du Grand Toronto, dans sa forme actuelle, a été créé en 2004, suite à la fusion de deux organismes à Toronto, qui étaient deux organismes francophones. Et depuis, le centre a continué son extension. Et c'est comme ça qu'en 2019, on est devenu non plus le Centre francophone de Toronto, mais le Centre francophone du Grand Toronto. Pour refléter une chose, c'est que maintenant, on dessert l'ensemble de la région du Grand Toronto et plus seulement la ville de Toronto. Ça, c'est pour un peu l'historique. En termes de services, on est un centre vraiment multiservice. Donc, on est certes un centre de santé communautaire, mais on est au-delà de ça un centre interdisciplinaire. Donc, on offre, comme tout centre de santé communautaire, des services de santé, que ce soit la promotion de la santé, l'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH, des services cliniques classiques. On a aussi des services de santé mentale. Une de nos spécificités, c'est qu'on a des services de santé mentale aussi bien pour les jeunes et leurs familles que pour les adultes. Donc, contrairement à beaucoup d'organismes qui font l'un ou l'autre groupe, nous, on a la chance d'avoir tout le continuum en termes d'âge. Après, on a des services pour l'enfance et la famille. Donc, par exemple, on gère un centre On y va pour la ville de Toronto, dans lequel les parents peuvent venir avec leurs enfants pour participer à des activités. On a un programme qui s'appelle La Passerelle, qui est un programme qu'on gère avec les conseils scolaires, où on a 3 classes pour les jeunes de 6 à 17 ans, et où, en plus du volet éducatif, nous, on apporte le volet clinique pour aider des jeunes qui ont eu des difficultés en milieu scolaire, par exemple suite à des problèmes de comportement. Donc, on offre ce service-là avec les conseils scolaires francophones. Et ensuite, on a aussi une panoplie de services au sens santé, au sens large, je dirais, donc l'emploi, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi une clinique d'aide juridique et des services aux nouveaux arrivants. Une des choses qu'on a commencé en 2019, c'est d'avoir un point de service à l'aéroport Pearson. Donc, on a la chance de pouvoir accueillir dès leur arrivée les nouveaux arrivants francophones pour les aider à trouver des services, parce que ce n'est pas toujours facile comme nouvel arrivant francophone à Toronto de savoir vers qui se tourner. Donc là, on a un point dès leur sortie de l'avion pour les accompagner. En termes de lieux de service, on a 7 points de service aujourd'hui. Donc, on couvre différentes régions de la région du Grand Toronto. Donc, on a des points de service à Toronto, bien sûr, mais aussi à Scarborough, North York, Mississauga et l'aéroport Pearson. C'est fantastique. J'ai entendu que vous avez le stationnement ou vos services à Pearson et j'ai trouvé ça tellement intéressant et très fantastique comme génial. Vous fonctionnez dans une région du Canada où les francophones sont en position minoritaire face à la population entière de la région. Pouvez-vous nous décrire les défis que réalisent les francophones vivant en situation minoritaire au Canada et alors l'importance d'un centre de santé communautaire francophone? Il y a différentes problématiques pour des francophones en milieu minoritaire, définitivement celle de l'isolement. Quand on pense à un nouvel arrivant, ce n'est pas forcément facile d'arriver dans un milieu où la langue majoritaire n'est pas la vôtre. Donc, je pense comme centre de santé, on aide aussi la communauté à se retrouver, à pouvoir créer des liens et puis à rompre l'isolement. L'autre chose, c'est que quelquefois, c'est difficile pour les francophones de naviguer les services, que ce soit les services de santé, mais les services de façon générale, parce qu'encore une fois, on est en milieu majoritairement anglophone, donc ce n'est pas toujours facile de savoir où trouver les services. Donc, nous, on a la chance d'être un carrefour de services. Donc, quand les gens arrivent chez nous, ils peuvent avoir accès à plein de services différents. Et souvent, ils accèdent à un service et puis on se rend compte qu'en fait, les besoins sont multiples. Et puis, ça nous permet de les diriger. C'est pour ça qu'on est en train de créer une approche qu'on appelle l'accueil centralisé,
que dès qu'un nouveau client arrive chez nous, on puisse faire une évaluation holistique de ses besoins et puis l'aider justement à voir de toutes les facettes par lesquelles on peut l'accompagner. L'autre problématique pour les nouveaux arrivants, quand ils sont en milieu minoritaire, la question de la santé est absolument cruciale parce qu'être servi dans une autre langue que sa langue maternelle en matière de santé, c'est un vrai problème. C'est difficile de s'exprimer dans une seconde langue quand on parle de sa santé. C'est difficile de décrire ce qu'on ressent, c'est difficile de décrire une douleur, c'est difficile de décrire une émotion. Donc, c'est particulièrement important d'avoir accès à un médecin de famille, par exemple, qui parle français, parce qu'ensuite, ça devient la porte d'entrée pour tous ces soins de santé. Et puis, si on pense à la santé mentale, c'est pareil, la langue, c'est le premier outil dans le traitement en matière de santé ou de maladie mentale. Donc, s'il n'y a pas de communication qui arrive, c'est impossible d'offrir un bon service de santé mentale dans une autre langue. C'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de les servir en français en milieu minoritaire. Comme tu l'as déjà dit, vous offrez beaucoup de services pour les nouveaux arrivants au Canada et inclut beaucoup de services et de soutien sociaux, tels que les services d'emploi afin d'aider aux nouveaux arrivants francophones à s'intégrer dans le marché canadien. Pouvez-vous nous décrire le fonctionnement de ces services et l'importance en ce qui concerne la santé et le bien-être de vos clients? Pour ce qui est de l'importance, je dirais que bien sûr, l'emploi, ça fait partie des déterminants sociaux de la santé. Si on n'est pas capable de subvenir à ses besoins, d'avoir des ressources financières, bien entendu, ça devient très compliqué de prendre soin de sa santé et puis d'avoir une bonne santé mentale aussi. Donc, définitivement, par exemple, un nouvel arrivant, c'est souvent une de ses premières priorités avec la question du logement, de trouver un emploi pour avoir des ressources financières. Comment on accompagne? On a à peu près 10 experts en emploi au Centre francophone qui proposent différents services pour l'accompagnement à la recherche d'emploi. On a des programmes de mentorat, on a des programmes de coaching individuel avec un volet plus spécifique pour les jeunes. On a des projets aussi en collaboration avec les collèges francophones pour avoir des formations pour les demandeurs d'emploi. Et on a aussi un projet pour l'entrepreneuriat féminin. C'est très important que les femmes puissent aussi s'épanouir professionnellement et puis développer leurs capacités comme entrepreneurs. Donc, on offre ces différents services. Ce qu'on fait aussi, c'est d'essayer de connecter les demandeurs d'emploi avec les organismes qui cherchent du personnel bilingue. Parce qu'on sait que la recherche de ressources humaines, c'est un vrai enjeu pour les ressources humaines bilingues au Canada, et puis c'est très vrai à Toronto. Donc, nous, on aide à faire cette connexion-là entre les employeurs et les employés potentiels. Pouvez-vous nous décrire un peu vos expériences pendant la pandémie de COVID-19 et les défis et les succès accrus avec les groupes que vous desservez en ce qui concerne la prévention, la vaccination et les besoins de vie quotidienne? C'est sûr que, comme tous les organismes, la pandémie nous a obligés à nous renouveler, à nous adapter. Le Centre francophone, c'est à peu près 125 employés. Donc, c'est 125 employés qui, un peu du jour au lendemain, ont dû apprendre à travailler virtuellement, à connecter à distance et puis à desservir les clients différemment. Donc, je dirais que ça a été en même temps une belle opportunité pour ça, parce que nous, on gère une zone qui est très, très grande. La région du Grand Toronto, c'est un territoire très vaste où les francophones sont très dispersés. Donc, le fait de développer les services virtuels, ça a en même temps eu comme bénéfice pour nous de donner accès à nos services à plein de gens qui n'avaient pas forcément accès, parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait se rendre dans un de nos points de service. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a eu aussi quelque chose de très positif dans l'adaptation de nos modèles de service. Pour la communauté qu'on dessert, c'est sûr que c'est une période qui est très difficile. On a, comme tout le monde, vu augmenter le nombre de références vers nos programmes de santé mentale ou vers notre programme en intervention sociale, beaucoup, avec des problématiques difficiles de personnes, que ce soit à la recherche d'emploi ou dans des situations très précaires. Pour ce qui est plus du Covid et de la vaccination, on s'est impliqué très directement au Centre francophone à travers 2 initiatives principales. On a travaillé avec ce qu'on appelle l'équipe santé du Midwest, de Toronto, pour créer une clinique communautaire. Donc, on a mis sur pied une clinique communautaire dans un YMCA, et c'était important pour nous que ça soit une clinique bilingue. Donc, on s'est assuré que tout soit bilingue dans la clinique en termes de formulaire de consentement, en termes d'affichage, mais aussi d'avoir du personnel bilingue dans la clinique.
On a travaillé avec les universités comme l'université Ryerson pour avoir des élèves infirmières bilingues aussi sur site qui pouvaient accompagner les patients. Et ça nous a permis d'avoir des journées de vaccination francophones. Donc, on a eu des journées spécifiques qui étaient vraiment réservées pour les francophones, où on s'assurait d'avoir des médecins qui puissent répondre aux problématiques et aux questions des patients, et puis de pouvoir les vacciner contre la COVID-19. Donc ça, c'est une initiative qu'on a eue. L'autre qu'on a faite, c'est on a créé une ligne de vaccination, une ligne téléphonique. Donc les francophones du Grand Toronto ont pu et peuvent encore nous appeler pour toute question qui a trait à la vaccination, mais aussi pour les aider à prendre rendez-vous. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si le gouvernement publiait de façon bilingue l'information, il restait que pour les francophones, c'était difficile de savoir comment prendre rendez-vous, où se rendre pour un rendez-vous de vaccination. Donc ça nous a vraiment permis très directement d'aider les gens. Et on a aussi appelé directement les plus vulnérables. Donc tous nos patients qui n'ont pas de carte santé, on les a appelés parce qu'on savait que c'était plus difficile pour eux de prendre rendez-vous sans carte santé et puis que le site du gouvernement demandait un numéro OIP pour prendre leur rendez-vous. On a aussi appelé tous nos aînés. Donc tous les patients, en tout cas de plus de 70 ans, ont été systématiquement appelés pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide pour se faire vacciner. Au total, entre les appels qu'on a émis ou reçus, c'est à peu près 2600 appels à jour qui ont été faits sur la ligne de vaccination. Donc, je pense que ça donne une idée de la demande et du besoin. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens qui nous ont contactés. Donc, ça a été une belle façon pour nous de desservir notre communauté et de répondre à leurs besoins. Ça, c'est beaucoup de personnes. C'est très bien initiative. J'ai deux dernières questions qui sont liées à cette question. Donc, premièrement, selon vous, que disent vos expériences au cours de la pandémie sur la capacité des centres de santé communautaires à s'adapter aux défis sociaux et de la santé publique? Je pense que définitivement, les centres de santé ont été capables de démontrer qu'ils pouvaient s'adapter, que ce soit en développant une offre qui est devenue virtuelle, mais aussi en faisant des initiatives, que ce soit pour tester ou vacciner. Justement, contre la COVID-19, on sait que les centres de santé ont été très impliqués. Ils ont été très impliqués surtout pour aller rejoindre les populations les plus vulnérables, qui étaient souvent les quartiers ou les groupes qui étaient les moins vaccinés. Je pense qu'ils ont joué un rôle crucial pour aller rejoindre certains groupes ethnoculturels qui avaient peut-être plus de questions autour de la vaccination. Donc nous, par exemple, on a eu une initiative avec le Centre de santé communautaire de Taïgou et d'autres partenaires pour favoriser la vaccination des communautés noires. On savait que c'était une problématique à Toronto, pour aller rejoindre les familles avec des jeunes enfants. Donc, à travers justement nos programmes de petite enfance, directement, on a pu aller rejoindre les parents avec leurs enfants et avoir des conversations dans le cadre d'activités qui étaient récréatives et où on pouvait aborder la question de la vaccination différemment. On l'a aussi fait à travers des initiatives comme des paniers de Noël. Donc, encore une fois, je pense que les centres de santé ont cette capacité à avoir plein d'initiatives qui font qu'ils rejoignent les gens parce qu'il y a un lien de confiance qui est établi avec les communautés et avec les partenaires communautaires. Et puis, du coup, de répondre aux questions pour amener les gens à mieux comprendre. Je pense que la plupart des gens ont surtout des questions plus qu'autre chose par rapport à la vaccination. Et puis, quand on prend le temps justement d'avoir ces conversations, on est capable de les aider et de les amener vers la vaccination d'une façon positive. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans notre cas, c'est que le Covid ne nous a pas empêchés de continuer à développer d'autres initiatives. Donc, je pense qu'on voit que les centres de santé sont capables de continuer à innover, même dans ces périodes-là. Pour prendre juste un exemple, par exemple, nous, on a mis sur pied notre clinique de la mémoire dans le cours de ces derniers mois, donc en pleine pandémie. On a fait former notre équipe clinique auprès de l'équipe du docteur Lindali sur les approches de soins cognitifs pour faire de la détection précoce de démence ou de troubles de la mémoire. Donc, on continue à développer notre continuum de services, y compris en ce moment. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est très bien. Ma dernière question, disons qu'en ce moment, il n'existe qu'un tout petit nombre de centres de santé communautaires francophones pour desservir les francophones à travers le Canada. Qu'est-ce que vous direz au gouvernement fédéral et provincial en termes de raisons pourquoi lesquelles ils devront élargir l'investissement dans les centres de santé communautaires francophones? Mon background est en économie, donc je pense que la raison, elle est déjà économique. Je pense que c'est la façon la plus efficace
de desservir des groupes minoritaires. Et je pense que pour un gouvernement, vraiment, la question, c'est quelle est la façon la plus efficace de fournir ces services-là. C'est efficace parce qu'on est des carrefours de services, donc ça devient facile en milieu minoritaire de naviguer les services quand il y a une porte d'entrée principale. Donc je pense pour cette région, le modèle des centres de santé communautaires fonctionne très bien en milieu minoritaire parce qu'on est capable d'avoir une panoplie de services. Les gens peuvent accéder aux services dont ils ont besoin. C'est aussi des organismes qui vont faciliter la navigation du système. Et puis ça, moi, ce que j'entends le plus souvent de la part des francophones dans la région du Grand Toronto, c'est on ne sait pas où aller, on ne sait pas quels sont les services qui existent, on ne sait pas comment rejoindre les services. Donc, encore une fois, on peut jouer un rôle justement pour faire naviguer les soins de santé, que ce soit chez nous ou ailleurs. Je pense que c'est aussi important pour la pérennité des services, de concentrer les services. Comme je le disais, nous, on a un organisme avec, par exemple, 125 employés. On sait que nos services, ils sont pérennes, ils sont là pour durer. Les gens ont confiance qu'ils vont rester là. Je pense qu'il y a un vrai enjeu en ce moment quand on essaye de développer des services en français un peu partout et où les services en français sont liés à une ou deux personnes dans un organisme qui est là pour un temps donné. Et puis la personne part, les services disparaissent. Et puis ça, en termes de lien de confiance avec la communauté, c'est très problématique parce que les gens ne savent plus s'ils peuvent avoir confiance dans les services et s'ils vont rester. Donc, je pense qu'encore une fois, d'avoir un centre de santé communautaire francophone ou dans certains cas bilingues, au moins les personnes savent qu'ils ont confiance qu'une fois qu'ils rentrent dans l'organisme, ils vont pouvoir continuer à recevoir leurs services. Merci beaucoup, Estelle. C'est une très belle conversation. Dernière question, ça serait si quelqu'un qui écoute veut savoir plus à propos du Centre francophone du Grand Toronto, où est-ce qu'il pourrait apprendre cette information? Je dirais probablement nous suivant sur les médias sociaux. On a un compte Twitter qui est @centrefranco-t, la lettre T pour Toronto à la fin. Ça, c'est probablement la meilleure façon de savoir ce qui se passe et quelles sont nos activités. Et on a aussi un site web qui est centrefranco.org où les gens peuvent aller puis s'inscrire. On a un bulletin d'information sur lequel tout le monde peut s'inscrire pour avoir accès à toutes les activités. Oui, vous êtes très actif sur Twitter, c'est fantastique. On essaye. Oui, merci beaucoup pour cette conversation. Un grand merci, Hilary. Merci d'avoir écouté Community Matters, un balado par l'Association canadienne des centres de santé communautaires. Pour apprendre plus à propos de notre travail et les centres de santé communautaires, visitez www.cachc.ca.